Avec l'affaire du Groenland, les États-Unis ont ouvert la boîte de Pandore, tandis que l'Union européenne reste absente. Serait-il vraiment si dangereux de sortir de l'OTAN? Ne serait-ce que par dignité? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Que peut vraiment faire l'Union européenne face à une attaque soudaine des États-Unis? Pourquoi ne fait-elle vraiment rien? Quel a été le plan des États-Unis depuis le début de tout cela? Depuis le tout début, on ignore si cela date de l'opération militaire spéciale de la Russie ou d'avant. En définitive, l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine et le monde entier se reconfigurent constamment. Quel rôle cela laisse-t-il à la vieille Europe? Nous allons le voir tout de suite. L'Union européenne perdrait-elle trop si elle quittait l'OTAN? Nicolas, la Russie a déjà dit qu'elle n'avait aucun intérêt à les attaquer. Faites-le par dignité, au moins ils ne vous traiteront pas comme des moins que rien, comme Donald Duck le fait. Voyons, Nicolas, il ne perdrait pas tant, car à long terme il gagnerait en souveraineté, mais ce serait presque une dévastation totale pour l'Union européenne, pour une raison simple. Pendant tout ce temps, surtout ces dernières années, l'opération militaire spéciale. Pendant tout ce temps, ils ont montré une dépendance de plus en plus grande envers les États-Unis sur le plan énergétique. Sur le plan militaire, bien sûr, l'Union européenne possède ses propres armées qui, étant donné qu'il s'agit de plusieurs pays, sont des pays assez peuplés. En faisant une mobilisation un peu plus importante et en rappelant vraiment les gens sous les drapeaux, même avec le service militaire obligatoire, comme l'Espagne l'a eu à une certaine époque, par exemple, ils pourraient en rassembler pas mal. Le problème, c'est que l'Union européenne a historiquement misé ces dernières décennies sur des armées professionnelles, ce qui n'est plus le cas actuellement. C'est-à-dire que la course à l'armement est clairement perdue pour elle, même si elle dispose d'une très bonne technologie. Certains pays en particulier, comme par exemple la France ou encore le Royaume-Uni, qui ne fait déjà plus partie de l'Union européenne. Mais bon, il lui reste encore quelque chose et on pourrait d'une certaine manière l'écrire. Il y a là des points isolés qui sont plutôt bons. Il y a des choses que la Pologne, par exemple, où elle pourrait presque donner des leçons, mais elle a une très faible production, très peu de production. Les entrepôts qu'ils avaient effectivement remplis d'armes anciennes, pleins d'armements anciens, sont maintenant vides à cause de la guerre en Ukraine. Maintenant, en plus, la défense aérienne. Bon, ils produisent quelque chose, mais une grande partie de cela. Et à l'OTAN, ils l'achètent aux États-Unis, et surtout, à cause de l'OTAN, ils ont acquis une dépendance sans égale à la puissance militaire américaine. Qui a été celui qui a le plus contribué à l'OTAN sur le plan économique, celui qui a le plus contribué à l'OTAN sur le plan militaire? Ce sont les bases militaires américaines qui assurent l'indépendance supposée des territoires européens. Mais bien sûr, ce sont aussi les bases militaires américaines qui assurent d'une certaine manière la dépendance européenne. Parce que si demain ils annoncent « on quitte l'OTAN », comment réagiraient les États-Unis, surtout Donald Trump? Quel serait exactement le surcoût? C'est quelque chose que nous avons déjà vu se produire en Ukraine. De tout ce que les États-Unis ont apporté à l'OTAN et de tout ce que l'Union européenne leur doit maintenant, effectivement. Quelles seraient les réactions? Lesquelles? De la part des États-Unis, des services secrets américains? En affrontant les pouvoirs actuels de l'Union européenne, qui de toute façon tape vraiment sur les nerfs de Donald Trump. Mais maintenant, regarde, ils ont été au sein même de l'OTAN bien sûr, en train de travailler, c'est-à-dire, depuis les États-Unis d'abord, à recueillir d'énormes quantités de saleté. Alors, maintenant que la société européenne, que l'Union européenne, se trouve dans l'un de ces moments les plus faibles. Il se trouve que les États-Unis, en voulant défendre leur souveraineté, auraient beaucoup de difficultés. Ils devraient venir supplier la Russie à genoux, ils devraient venir supplier la Chine à genoux après avoir raconté à leur population que la Russie et la Chine sont l'ennemi. Donc, faites bien attention à ce détail. Voyons qui osera leur compliquer la tâche, chers Européens, nous avons eu tort. La plupart des dirigeants qui ont répété ce discours devraient au moins démissionner. La souveraineté énergétique de l'Europe n'existe pas actuellement. Elle dépend principalement des États-Unis.
Des pactes alternatifs, par exemple avec l'Algérie. L'Italie est impliquée dans cette affaire alors que cela aurait dû être l'Espagne, mais il semble que le Maroc domine le gouvernement espagnol. Aussi, à cause d'une sorte d'enquête dont je ne saurais même pas vous dire si elles ont vraiment été menées par les services secrets marocains ou plutôt par les services secrets américains. C'est-à-dire, à première vue, eh bien, merde. Qu'ils envoient les États-Unis se faire voir et qu'ils s'affirment vraiment dans cet acte de lutte pour leur propre souveraineté. Et qu'ils disent, maintenant, nous allons la réécrire en repartant de zéro, mais au niveau économique, justement. Tout ce qu'ils ont fait pour interconnecter au plus haut niveau les institutions de l'Union européenne, surtout les institutions monétaires et les institutions américaines. Tout ce qui dépend de l'euro, c'est-à-dire tout ce dont l'euro dépend du dollar. Pardonnent tout ce qu'ils ont imprimé en termes d'euros et tout ce qu'ils vont devoir également rendre aux États-Unis, tout ce qu'ils vont devoir également dans l'Alliance de l'Atlantique Nord. Donc, il y a énormément de fronts ouverts. Et surtout, que les démocraties européennes, d'une part, assurent un soi-disant niveau de bien-être à l'intérieur des pays de cette même Union européenne. Elles sont maintenant devenues le piège même des différents gouvernements européens, de toute l'Union européenne. Au moment de vouloir et de pouvoir tenir tête aux États-Unis, il ne dure que 4 ans parce que chacun craint pour son siège et ils n'ont que 4 ans pour remplir leurs poches. Portes grandes ouvertes à la politique. On ne vient plus, avec un mandat de 4 ans, pour faire quoi que ce soit qui entre dans l'histoire. On ne parvient jamais à laisser son parti dans la meilleure position et souvent même pas cela. C'est-à-dire que la capacité d'action de l'Union européenne est désormais absolument minimale. Ils peuvent faire des choses, mais pour agir et affronter la tempête, il faut au moins certaines conditions. Eh bien, en réalité, il faut une infinité de choses, mais au minimum, il en faut 2. En particulier, il faut avoir du courage. Et avoir un minimum de connaissances, c'est-à-dire avoir un minimum de pensée d'État au niveau international, ce que je pense que la grande majorité des dirigeants de l'Union européenne, et en plus le faire de manière victorieuse. Il faudrait au moins quelques dirigeants de la stature politique de Vladimir Poutine pour effectivement ensuite faire face aux conséquences qui viendraient nécessairement sous forme de réponse du côté américain. Sinon, s'engager là-dedans, c'est pratiquement un suicide. Et je le répète, nous revenons à la raison numéro 1. Ils n'ont pas ce qu'il faut, ils n'ont pas assez de courage pour effectivement s'impliquer dans cette affaire. Et avoir ne serait-ce qu'une infime possibilité d'en sortir victorieuse. Et surtout, aucune possibilité ni volonté. Elles sont là, elles tiennent bon, elles essaient de s'en sortir, de traverser la tempête, de voir si ça passe, de voir si ça change, de voir si ça s'arrange, de voir si jamais. Elles parviennent toujours à garder leur siège. La politique de l'Union européenne est désormais la principale cause de son malheur. Donc, il sera difficile de pouvoir en sortir, je veux dire, cette même Union européenne, d'une impasse de telles caractéristiques.